Le cliquetis de la porcelaine fine et le murmure de rire satisfait provenant de la salle à manger se dressaient comme une barrière physique, un mur de verre entre leur monde et le mien. J'étais assis sur un tabouret en bois dur dans la cuisine, l'assiette de nourriture sur mes genoux se refroidissant. C'était le même repas coûteux, servi par un traiteur, qu'il mangeait là-bas. Du roast-beef nappé d'une réduction au vin rouge, une purée de pommes de terre infusée à l'ail, des asperges enveloppées de prosciutto. Je devrais le savoir. J'avais payé la facture la semaine dernière, une somme vertigineuse de près de $2000 pour ce que ma femme Hélène avait appelé un dîner crucial pour la carrière de Michael. Mon assiette était lourde, mais le vide dans ma poitrine l'était encore plus. À travers l'entrebâillement de la porte battante, je pouvais apercevoir la scène. La table à manger en acajou, celle que j'avais passé plus de 100 heures à restaurer lorsque nous avions emménagé dans cette maison, rayonnait à la lumière des bougies. Hélène était radieuse, son rire résonnant tandis qu'elle charmait un homme que je supposais être l'associé principal de Michael. Mon beau-fils, Michael, était assis en bout de table, une position que j'avais autrefois occupée lors des réunions de famille. Il avait 30 ans aujourd'hui, un homme dans la force de l'âge, associé junior dans un cabinet d'avocats prestigieux. Il en avait tout l'air dans son costume sur mesure, tenant salon avec une aisance à la fois impressionnante et, de mon point de vue, profondément glaçante. Sa sœur, Jessica, était assise en face de lui, son mari à ses côtés, approuvant d'un signe de tête une histoire que Michael racontait. Il y avait 12 personnes à cette table, 12 chaises. Et moi, l'homme qui avait financé l'éducation qui avait mené au costume, payé la compte de la maison dans laquelle ils étaient tous assis et signé le chèque pour la nourriture même qu'ils mangeaient, j'étais relégué à la cuisine. Ce n'était pas un bannissement spectaculaire. C'était pire. C'était désinvolte, une pensée après coup. Les invités étaient arrivés, un tourbillon de manteaux coûteux et de bouteilles de vin. J'avais serré des mains, jouant l'hôte jovial, quand Hélène m'avait pris à part, sa main sur mon bras, son sourire crispé. « David, mon chéri », avait-elle chuchoté, sa voix un bourdonnement bas et pressant. Il y a eu une petite erreur de calcul pour le placement des invités. L'associé principal de Michael, M. Abernathy, a décidé d'amener sa femme à la dernière minute. J'ai regardé dans la salle à manger, je pouvais compter les chaises. Il y a 12 chaises et 12 couverts, Hélène. Je les ai comptés moi-même ce matin. Son sourire a vacillé une fraction de seconde. Oui, mais l'amie de Jessica, Chloé, est là. Nous ne pouvions pas la renvoyer. C'est juste que c'est un peu serré. Les mots non prononcés planaient dans l'air entre nous. L'implication était claire. J'étais celui qui était jetable. J'étais le tampon, le surplus. Alors que suggères-tu ? Ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Cela t'ennuierait terriblement de manger dans la cuisine ? A-t-elle demandé, les mots déferlant à toute vitesse. C'est juste pour le plat principal, pour les apparences. C'est si important pour Michael que ça se passe bien. Tu comprends, n'est-ce pas ? Je ne comprenais pas. J'ai regardé au-delà d'elle, vers Michael. Il a croisé mon regard un instant. Il n'y avait aucune excuse dans son regard, aucune lueur de honte. Il y avait seulement un regard froid et évaluateur, suivi d'un léger hochement de tête presque imperceptible en direction de la cuisine. C'était un renvoi, un ordre. « C'est juste plus simple comme ça, Dave », m'avait-il dit plus tôt, quand j'avais remis en question le coût exorbitant des traiteurs. Il avait arrêté de m'appeler papa il y a environ 5 ans, à peu près au moment où il avait réussi l'examen du barreau. C'était subtilement devenu David, et puis, plus récemment, le Dave décontracté, presque dévalorisant.
Ces gens opèrent à un autre niveau. Il s'agit de créer une impression. L'impression, semblait-il, n'incluait pas un charpentier de 58 ans, avec des mains calleuses et un visage creusé par les rides de trop d'années passées à travailler sous le soleil. Elle n'incluait pas l'homme qui l'avait élevé depuis qu'il avait 15 ans. Alors je me suis retiré. J'ai rempli une assiette pour moi, les mouvements raides et robotiques. Je suis entré dans la cuisine claire et stérile et j'ai fermé la porte battante, le son de leur réjouissance immédiatement étouffé. Je me suis assis sur le tabouret, celui sur lequel Jessica s'asseyait quand elle était petite, faisant ses devoirs pendant que je préparais le dîner, bavardant à propos de sa journée. Le souvenir était si clair, si chaleureux, qu'il ressemblait à une braise chaude pressée contre mon cœur. Un éclat de rire bruyant est venu de la salle à manger. J'ai entendu la voix de Michael élevée lors d'un toast. « À la famille », a-t-il dit, sa voix empreinte d'une sincérité jouée, et aux personnes qui nous aident à arriver là où nous devons être. L'ironie était une pilule amère à avaler. J'ai baissé les yeux sur le roast-beef qui refroidissait. Mon appétit avait disparu, remplacé par un nœud froid et dur dans mon estomac. Ce n'était pas juste une erreur de placement, c'était une déclaration. C'était le point culminant d'années d'érosion silencieuse, de petits affronts et d'attentes croissantes. J'étais la fondation de la maison, essentielle mais invisible, enfouie sous les planches du plancher. Ils vivaient dans les belles pièces de l'étage, sans jamais se soucier de la structure qui les soutenait, jusqu'à ce qu'ils aient besoin d'une nouvelle rénovation. Et moi, j'avais laissé faire. Pendant 15 ans, j'avais déversé ma vie, ma sueur et mon argent dans cette famille, espérant que l'amour et le sacrifice finiraient par me valoir une place permanente à table. Ce soir, j'apprenais que ma place n'était pas seulement temporaire, elle était conditionnelle. Elle pouvait être supprimée à tout moment pour un invité plus important. J'ai ramassé ma fourchette, l'argent lourd dans ma main. J'ai pris une seule bouchée, sans saveur. Et dans le silence stérile de cette cuisine, entouré par les preuves de ma propre générosité, j'ai pris une décision. Je ne savais pas quelle en serait la forme finale, mais je savais, avec une certitude qui résonnait au plus profond de mes os, que quelque chose devait changer. Je ne mangerai plus jamais dans cette cuisine. Ma vie avec Hélène et ses enfants n'avait pas commencé ainsi. Je l'ai rencontrée quand j'avais 43 ans. Ma première femme était décédée d'un cancer 3 ans auparavant, et le silence dans ma petite maison était devenu un rugissement assourdissant. Hélène était bibliothécaire, elle aussi veuve, avec un doux sourire et des yeux qui portaient une tristesse que je reconnaissais. Ses enfants, Michael et Jessica, étaient adolescents, revêches et blessés par la perte de leur propre père. Michael avait 15 ans, tout en angle vif et en silence boudeur. Jessica en avait 12, se cachant derrière un rideau de longs cheveux, le regard constamment fixé sur le sol. Je n'ai pas essayé d'être leur père. Je savais que je ne pouvais pas le remplacer. J'ai juste essayé d'être une présence stable, un homme qui était là. Je dirigeais une petite entreprise de menuiserie sur mesure, respectée. Je construisais des choses pour durer. J'ai pensé que je pouvais appliquer les mêmes principes à la construction d'une famille. Patience, joints solides et une bonne finition. Pendant un certain temps, il a semblé que ça marchait. Je me souviens de la première fois où Michael m'a laissé entrer dans son monde. Sa première voiture était une berline déglinguée, vieille de 20 ans, qui toussait et crachotait. Il essayait de faire la vidange, en mettant plus d'huile sur l'allée que dans le moteur. Je n'ai pas ri. J'ai juste pris un chiffon et je me suis agenouillé sur le béton graisseux avec lui. Nous avons passé tout le week-end sous ce capot. Je lui ai appris la différence entre une clé à douille et une clé à molette, comment lire une bougie d'allumage,
la satisfaction d'entendre un moteur démarrer en douceur après des heures de travail. Quand nous avons finalement réussi à le faire tourner, il avait de la graisse sur la joue et un sourire authentique, non forcé, sur le visage. « Merci, David, avait-il dit. »« David, j'ai eu l'impression d'une percée. » Pour Jessica, c'était sa passion pour l'art. Elle voulait aller à un programme d'art d'été qui coûtait $3000. Une somme qu'Hélène, avec son salaire de bibliothécaire, ne pouvait absolument pas se permettre. J'ai accepté un travail supplémentaire, une grosse installation d'armoires pour un nouveau cabinet dentaire, et j'ai travaillé tous les week-ends pendant 2 mois. Je rentrais à la maison, les muscles endoloris, sentant la sure et le vernis, et je voyais les nouveaux croquis qu'elle avait scotchés sur le réfrigérateur. Le jour où j'ai remis le chèque à Hélène, le soulagement sur son visage valait chaque écharde. Jessica m'a serré dans ses bras fins enroulés autour de mon cou. « Tu es le meilleur, David », avait-elle murmuré dans ma chemise de travail. C'étaient les années d'or, les années où je construisais quelque chose. Je n'étais pas juste un chéquier, j'étais un partenaire, un mentor, un réparateur de voitures et un financeur de rêves. Je les ai officiellement adoptés 1 an après que Hélène et moi nous soyons mariés, à leur demande. Ils ont commencé à m'appeler papa. C'était hésitant au début, mais c'est devenu plus naturel avec le temps. J'avais l'impression d'avoir à nouveau une famille. J'ai tout déversé en eux. Le changement a été progressif, presque imperceptible au début. Il a commencé, je crois, quand Michael est allé à l'université. Il a été accepté dans une prestigieuse université privée de la côte Est. Les frais de scolarité étaient astronomiques. Plus de $50 000 par an. Hélène et moi étions assis à la table de la cuisine, la lettre d'acceptation entre nous, son visage un mélange de fierté et de panique. « Nous ne pouvons pas nous permettre ça, David, » dit-elle, la voix tremblante. « Il devra aller à l'université d'État. » J'ai vu l'espoir dans les yeux de Michael s'éteindre. J'ai vu l'avenir qu'il avait envisagé pour lui-même s'éloigner. J'avais une bonne entreprise, mais je n'avais pas ce genre d'argent qui traînait. Le lendemain, sans dire à Hélène tous les détails, je suis allé à la banque. J'ai pris une 2e hypothèque sur mon atelier, le seul endroit qui était vraiment à moi, l'entreprise que mon propre père m'avait transmise. C'était un risque, un énorme risque. Mais quand j'ai dit à Michael que le financement était assuré, son visage s'est illuminé. « Tu me sauves la vie, papa », avait-il dit en me tapant sur l'épaule. Pour ça, le poids de la dette me semblait gérable. Au cours des 4 années suivantes, j'ai investi plus de $200 000 dans cette éducation. J'ai travaillé plus d'heures, accepté des emplois plus importants et plus stressants. J'ai repoussé l'achat d'un nouveau camion, ignoré mon mal de dos et injecté chaque dollar disponible vers l'Est. Quand il a obtenu son diplôme avec mention très bien, j'étais l'homme le plus fier de l'auditorium. Pendant le dîner de célébration, il s'est levé pour porter un toast. Il a remercié sa mère pour son soutien indéfectible. Il a remercié ses professeurs. Il a remercié ses amis. Il ne m'a jamais mentionné, ni mon nom, ni le mot papa. Il a juste levé son verre à tous ceux qui ont aidé en chemin. C'était la première fois que je ressentais la piqûre de l'invisibilité. Hélène m'a serré la main sous la table. « Il est juste submergé », a-t-elle murmuré. J'ai choisi de la croire. Puis vint la faculté de droit. Plus de prêts, bien qu'il en ait assumé certains lui-même, il faut lui reconnaître. Mais je payais toujours son loyer, son assurance auto, ses vols pour rentrer à la maison pour les fêtes. C'était juste ce que je faisais. J'étais le roc de la famille. Le tour de Jessica est arrivé avec son mariage. Elle avait rencontré un jeune homme sympathique, issu d'une famille riche, et elle voulait un mariage à la hauteur.
Le lieu, la robe, les fleurs, les coûts ont grimpé en flèche, le budget a gonflé à plus de 40 000 $. Hélène se tordait les mains, mais Jessica était sa seule fille. « C'est une journée unique dans une vie, maman », avait-elle plaidé. J'ai payé. J'ai encaissé une partie de mon épargne retraite en me disant que je pourrais travailler quelques années de plus pour compenser. Je me suis tenu à ses côtés devant l'autel, mon cœur gonflé d'un mélange douloureux de fierté et de tristesse, et j'ai placé sa main dans celle de son nouveau mari. À la réception, elle a prononcé un magnifique discours. Elle a remercié sa nouvelle belle famille de l'accueillir. Elle a rendu un hommage ému à sa mère, puis elle a souri dans ma direction. « Et je veux remercier Dave », a-t-elle dit dans le micro, « pour tout. Dave. Pas papa. » Devant 200 personnes, j'avais été rétrogradé. C'était une petite chose, un simple mot, mais j'ai eu l'impression d'une porte qui se fermait doucement. Mon frère, Frank, qui était assis à ma table, s'est penché. « Dave ? Qu'est-il arrivé à papa ?» a-t-il murmuré. J'ai juste secoué la tête, forçant un sourire. C'est la façon moderne, je suppose. Mais ça a fait mal. Ça a fait plus mal que je ne le laissais paraître. Après cela, les retraites de la banque de David sont devenus plus fréquents, et les dépôts émotionnels ont quasiment cessé. Michael avait besoin d'un acompte pour son premier appartement. « C'est un investissement, Dave », m'avait-il expliqué au téléphone, comme s'il me rendait service. C'était 30 000 $. Je les lui ai donnés. Jessica avait besoin d'une nouvelle voiture après que sa première voiture, celle que je lui avais achetée pour sa remise de diplôme universitaire, n'était plus en phase avec sa nouvelle vie. 10 000 $ pour un acompte. J'ai transféré l'argent. Les appels téléphoniques concernaient toujours les besoins, jamais la vie. Ils ne me demandaient jamais comment allaient mes affaires, ma santé, le nouveau projet qui m'enthousiasmait. Ils appelaient Hélène, et elle agissait comme la douce ambassadrice de leurs requêtes. David, chérie, Jessica disait qu'ils avaient des problèmes avec les impôts fonciers cette année. Ou Michael a mentionné une excellente opportunité d'investissement, mais il manque juste un peu de capital. Je suis devenu un instrument financier, un outil à utiliser. L'amour et la gratitude qui m'avaient nourri pendant des années avaient été remplacés par un sentiment de droit acquis aussi envahissant que tacite. Et Hélène, prise au milieu, désespérée de maintenir la paix et de conserver l'illusion d'une famille heureuse et prospère, est devenue leur plus grande complice. Elle lissait les affronts, reformulait les demandes et faisait appel à mon sens du devoir. « Ils ont tellement souffert, en perdant leur père », disait-elle, une phrase qui avait expiré depuis longtemps, mais qui était toujours ressortie pour les occasions spéciales. « Ils vous admirent plus que vous ne le pensez. » Mais assis dans cette cuisine, les bruits étouffés de leur fête filtrant à travers la porte, je savais que ce n'était pas vrai. Ils ne m'admiraient pas. Ils me regardaient de haut, depuis les sommets que j'avais payés pour qu'ils atteignent. Ils voyaient un homme simple, un artisan, une relique d'un monde qu'ils avaient quitté avec empressement. J'étais utile, oui. Essentiel même. Mais je n'étais pas l'un d'eux. J'étais le personnel de service. Et ce soir, ils avaient enfin officialisé la chose. Je devais manger dans la cuisine. Le reste du dîner s'est déroulé dans un flou de cliquetis de vaisselle et de politesse forcée de mon côté de la porte. Le personnel de restauration, une équipe de 2 jeunes femmes, se déplaçait autour de moi avec une déférence professionnelle, me jetant occasionnellement des regards de compassion qui étaient en quelque sorte plus humiliants que le mépris pur et simple. Elles savaient qui j'étais et où j'avais été placé.
Lorsque les voitures des invités se sont finalement éloignées, leurs phares balayant la fenêtre de la cuisine, j'ai entendu le soupir fatigué d'Hélène venant du couloir. La porte s'est ouverte. Elle se tenait là, une flûte de champagne à la main, le visage rougeoyant d'un mélange d'alcool et d'épuisement social. « Eh bien, ce fut un succès retentissant », a-t-elle déclaré, une lueur fragile dans la voix. Monsieur Abernathy a absolument adoré Michael. Il a dit qu'il voyait un vrai avenir pour lui au sein du cabinet. « C'est bien, ai-je dit, d'une voix neutre. J'étais toujours assis sur le tabouret, mon assiette de nourriture froide sur le comptoir à côté de moi. Elle a finalement semblé remarquer mon immobilité, l'atmosphère dans la pièce, son sourire affaibli. « Oh, David, je suis tellement désolé pour le placement des invités. C'était juste une de ces choses, une panique de dernière minute. Ce n'était pas personnel. » « J'ai trouvé ça personnel, Hélène, » dis-je, en la regardant droit dans les yeux. Elle agita la main avec un geste de dédain, un geste qui me hérissa les nerfs à vif. « Ne fais pas ton mélodramatique. C'était une solution pratique à un problème embarrassant. Toi, de toutes les personnes, tu devrais comprendre le pragmatisme. » La voilà, encore. Cette condescendance subtile. Moi, l'homme pratique, le gars du concret, je devrais comprendre qu'on me mette de côté pour la question plus importante, moins pratique, de l'ascension sociale. Michael et Jessica entrèrent alors dans la cuisine, ivres de leur succès. Michael dénouait sa cravate, un sourire triomphant aux lèvres. « Abernathy est dans le sac, » annonça-t-il, en saisissant une bouteille d'eau dans le réfrigérateur. Il ne me regarda pas. Il parlait du chemin vers l'association avant même de partir. « C'est merveilleux, chérie, » roucoula Hélène. Jessica, pendant ce temps, faisait défiler son téléphone. « Chloé a pris des photos magnifiques. Je suis sublime dans cette robe. »« Tu avais raison pour la couleur, maman. » Elle leva les yeux, son regard me balayant, assis sur le tabouret, comme si j'étais un meuble. « Oh, salut Dave, tu as assez mangé ?» Ce désinvolture, cette absence totale de conscience, était à couper le souffle. C'était comme si je m'étais porté volontaire pour être mis à l'écart, comme si c'était la chose la plus normale du monde. « J'ai pris une assiette, oui, » dis-je, la voix tendue. Michael finit par se tourner vers moi, son expression traduisant une légère contrariété, comme si mon humeur était un inconvénient. « Écoute Dave, j'espère que tu ne te fais pas de mauvais sang pour le dîner. C'était juste une question de logistique. La femme d'Abernathy est un peu maniaque du protocole. Avoir une personne supplémentaire, inattendue, à table aurait fait désorganiser. Une personne supplémentaire inattendue. C'est ce que j'étais. Dans ma propre maison. À une fête que j'ai payée. » Le vide dans ma poitrine commença à se remplir de quelque chose de froid et de dur. Ce n'était pas de la colère brûlante et explosive. C'était un calme glacial, une clarté profonde et terrible. J'éprouvais un étrange sentiment de détachement, comme si je regardais une pièce de théâtre et que je venais de réaliser le défaut tragique de mon propre personnage. Un besoin désespéré d'une affection qui ne serait jamais vraiment réciproque. « Je vois, » dis-je, et je voyais, avec une clarté parfaite et douloureuse. Je me levai du tabouret, mon dos protestant. Je pris mon assiette froide et jetai la nourriture coûteuse dans le bac à compost. Le bruit résonna dans la cuisine soudainement silencieuse. Hélène, Michael et Jessica me regardaient, une lueur de malaise entrant enfin dans leur bulle d'autosatisfaction. « Je vais me coucher, » dis-je, sans regarder aucun d'eux. La journée a été longue. « Ne sois pas comme ça, David, » commença Hélène, sa voix prenant un ton suppliant. Je me retournai à la porte. «
Comme quoi, Hélène? Comme un homme à qui on vient de montrer sa place exacte dans cette famille? Ne t'inquiète pas. Je comprends ma place maintenant. Parfaitement. Je montais les escaliers, chaque pas semblant lourd, définitif. J'entendais leur chuchotement urgent derrière moi, les mots surréagis et sensibles flottant dans la cage d'escalier. Je fermai la porte de la chambre, coupant le son. Je ne me suis pas mis en colère. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement laissé la vérité s'installer en moi. Les fondations étaient fissurées, et moi, le bâtisseur, je savais qu'on ne pouvait pas continuer à construire sur des fondations fissurées. Il fallait s'arrêter, il fallait réévaluer, ou tout s'effondrerait. Cette nuit-là, je ne dormis pas dans le lit que je partageais avec Hélène. Je dormis dans la chambre d'amis. Cela semblait symbolique. Après tout, je n'étais qu'un invité dans leur vie, à accueillir ou à renvoyer selon les convenances. Les jours suivants furent empreints d'une trêve tendue et tacite. Hélène essaya de faire comme si de rien n'était, me préparant mon café le matin, bavardant de sa journée à la bibliothèque. J'étais poli mais distant. La chaleur que j'avais toujours offerte avait disparu, et son absence créa un froid dans la maison que même le thermostat ne pouvait pas corriger. Michael et Jessica n'appelèrent ni n'envoyèrent de SMS. J'imaginais qu'ils avaient classé l'incident comme une de mes sautes d'humeur, une bouderie temporaire qui finirait par passer. Ils n'avaient aucune idée que ce qui s'était passé en moi n'était pas une humeur, c'était un bouleversement tectonique. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, celle qui a brisé 15 ans de sacrifices patients, est arrivée 4 jours après le dîner. Mon téléphone sonna un mardi après-midi. J'étais dans mon atelier, en train de poncer une magnifique pièce de bois de cerisier pour une cheminée, le parfum du bois étant un baume réconfortant. Je vis le nom de Michael sur l'écran et sentis un serrement familier dans mon estomac. J'ai failli le laisser aller à la messagerie vocale, mais un instinct me dit de répondre. C'était un appel que je devais prendre. « Dave », dit-il, sa voix désinvolte, confiante. Il n'y avait aucune excuse, aucune reconnaissance de l'attention. C'était le train-train habituel. « Tu as 1 minute ? J'ai quelque chose d'incroyable que je veux te proposer. » « Je travaille, Michael, dis-je, d'un ton égal. Super, ça ne prendra pas longtemps. Écoute, tu sais qu'Abernathy a été impressionné l'autre soir. Eh bien, les choses avancent plus vite que prévu. Une place d'associé à part entière s'est libérée, mais le ticket d'entrée est important. On parle d'une participation au capital de 50 000 $. Je n'ai rien dit, j'ai simplement continué à passer le papier de verre sur le bois, en longs mouvements doux. Le silence s'est étiré. Le truc, c'est, a-t-il repris avec une excitation conspiratrice dans la voix, ce n'est pas juste un droit d'entrée, c'est un investissement. Les rendements sont phénoménaux. C'est le genre d'opportunité qui vous assure une vie confortable. J'ai réussi à rassembler la plus grande partie de la somme, mais il me manque un peu. J'ai besoin de 50 000 $, Dave. J'ai pensé à toi immédiatement. J'ai arrêté de poncer. J'entendais le léger bourdonnement des néons au-dessus de ma tête. Tu as pensé à moi, ai-je répété, la voix dénuée d'émotion. Exactement. C'est un moyen pour toi d'être aux premières loges. Vois ça comme un investissement pour ta retraite. Je m'occupe de toute la paperasserie. Toi, tu fournis juste le capital. C'est du gagnant-gagnant. J'obtiens le partenariat. Et toi, tu as un rendement énorme sur ton argent dans quelques années. L'audace de la chose était monumentale. C'était un chef-d'œuvre d'égoïsme, enrobé comme une faveur que l'on me rendait. Il ne me demandait pas l'aumône, il me offrait une opportunité. Il m'avait humilié, traité comme un domestique,
Et maintenant, même pas une semaine plus tard, il m'appelait pour financer sa prochaine ascension. Il ne me voyait pas comme un père à respecter, mais comme une ressource à exploiter. Le dernier vestige d'attachement sentimental auquel je m'étais accroché s'est effondré en poussière. J'ai pris une profonde inspiration, l'odeur du bois de cerisier emplissant mes poumons. C'était l'odeur de mon travail, de mon savoir-faire, de mon indépendance. C'était l'odeur de ma propre vie. Non, ai-je dit. Le mot unique est tombé dans la ligne téléphonique avec le poids d'un bloc de granit. Il y a eu un moment de silence stupéfait à l'autre bout. « Quoi » a finalement balbutié Michael, son ton désinvolte disparu. « Qu'est-ce que tu veux dire par non ?»« Je veux dire non, Michael, » ai-je dit, la voix calme et stable. « Je ne te donnerai pas 50 000 $. C'est une blague ? Tu es toujours énervé à cause du dîner ? Pour l'amour de Dieu, Dave, c'est ma carrière dont on parle. Je t'ai dit, ce n'était rien de personnel. Au contraire, ai-je dit, en posant le papier de verre sur mon établi. Je commence à penser que c'est la chose la plus personnelle qui me soit arrivée depuis des années. Ça m'a éclairé les idées. Éclairé quoi ? A-t-il exigé, sa voix montant en panique et en indignation. Que tu serais assez mesquin pour saboter mon avenir à cause d'un placement de table ? Ça a éclairé mon rôle dans cette famille, ai-je dit, les mots venant facilement maintenant, comme s'ils attendaient depuis des années pour être prononcés. Je suis le pourvoyeur de fonds, le socle financier. Je suis l'homme que vous appelez quand vous avez besoin de quelque chose. Ce rôle a été très clairement défini. Mais le respect, il semble, ne fait pas partie de la description du poste. Être traité avec dignité n'est pas un avantage dont je bénéficie. Alors, je démissionne de la partie financière de mes fonctions. Ma banque est fermée, Michael. Tu es un homme de 30 ans, diplômé en droit d'une excellente université. Ta réussite est désormais ta propre responsabilité. J'ai entendu sa brusque inspiration, l'incrédulité balbutiante. Tu ne peux pas être sérieux. Après tout ce que tu as fait, tu vas juste me couper les vivres ? Maman va l'apprendre. Je suis sûr qu'elle l'apprendra, ai-je dit calmement. Au revoir, Michael. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre. J'ai posé mon téléphone sur l'établi et j'ai regardé mes mains. Elles étaient fortes, calleuses, couvertes d'une fine couche de sueur. C'étaient les mains qui avaient bâti une entreprise, restauré une maison et payé 2 cursus universitaires et un mariage. C'étaient de bonnes mains. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai ressenti une bouffée de fierté. Non pas pour ce que j'avais fourni aux autres, mais pour ce que j'avais construit pour moi-même. J'ai ramassé le morceau de bois de cerisier. Il était lisse comme de la soie. J'avais fait du bon travail. Maintenant, il était temps de travailler sur ma propre vie. La tempête a éclaté ce soir-là, comme je savais qu'elle le ferait. J'étais dans le salon, en train de lire un livre sur le design de meubles du XVIIIe siècle, quand Hélène est rentrée à la maison. J'ai entendu ses clés heurter la table de l'entrée avec plus de force que d'habitude. Elle est entrée dans la pièce, le visage pâle, les lèvres formant une ligne fine et dure. « Je viens de passer la dernière heure au téléphone avec Michael, » a-t-elle dit, sa voix tremblant d'une fureur que je n'avais pas vue depuis des années. « Il est hystérique. Tu as la moindre idée de ce que tu as fait ? » J'ai mis un marque-page dans mon livre et je l'ai posé de côté. Je lui ai dit que je ne lui donnerais pas 50 000 $. Je crois que c'est ce que j'ai fait. « Tu crois que c'est ce que tu as fait ?» a-t-elle répété en écho, sa voix s'élevant. « Tu as mis en péril toute sa carrière, son partenariat,
tout ce pourquoi il a travaillé, tout ce que nous. Elle s'est interrompue, mais le mot flottait dans l'air. Nous, comme si c'était elle qui avait travaillé 60 heures par semaine pour tout payer. Tout ce que nous avons sacrifié. Hélène, c'est moi qui ai sacrifié, ai-je dit, la voix calme mais ferme. J'ai sacrifié mes économies, ma retraite et la sécurité de ma propre entreprise pour donner à tes enfants un bon départ dans la vie que je n'ai jamais eue, et je l'ai fait volontiers. Mais les sacrifices étaient censés servir à construire une famille, pas seulement à financer une série de transactions commerciales. Ce n'est pas une transaction commerciale, c'est son avenir, s'écria-t-elle, les larmes lui montant aux yeux. Comment peux-tu être si cruel, si mesquin, tout ça à cause de ce stupide dîner? Je t'ai dit que ce n'était pas personnel. Sa mère m'a demandé de manger dans la cuisine pour ne pas déranger un invité, dis-je, ma voix se durcissant légèrement. Son fils, l'homme à l'honneur, a regardé ça se produire et l'a approuvé. Puis, 4 jours plus tard, sans un mot d'excuse, ce même fils m'a appelé pour me demander 50 000 $. Dis-moi, Hélène, qu'est-ce qui là-dedans n'est pas personnel? Tu es censé être au-dessus de ça, David, sanglota-t-elle. Tu es le père. Tu es censé t'élever au-dessus de ces mesquineries. Le mot père fut comme une clé tournant dans une serrure dont j'ignorais l'existence. Un père? Demandai-je en me levant pour la faire face. Je n'étais pas un père samedi soir dernier. J'étais Dave. J'étais une gêne. Un père a une place à table, Hélène. Un père a droit au respect. On m'a donné un tabouret dans la cuisine. Un distributeur automatique reçoit des demandes de transactions. C'est ce que j'ai eu mardi. Alors, ils ont fait leur choix. Ils ne veulent pas un père. Ils veulent une banque. Et la banque est fermée. À ce moment précis, mon téléphone sonna. C'était Jessica. J'ignorais l'appel. Un instant plus tard, le téléphone d'Hélène vibra. Elle répondit et mit le haut-parleur sans me demander mon avis. « Maman, il est là ?» La voix de Jessica était aiguë, accusatrice. « Il écoute ? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui ? Michael est en train de s'effondrer. Il pense que Dave fait ça pour le punir. »« C'est le cas, ma chérie, » dit Hélène, me lançant un regard venimeux. « C'est dingue, » continua Jessica, sa voix dégoulinant de dédain. « Après tout ce que Michael a fait pour se faire un nom, pour rendre cette famille fière. Dave devrait être heureux de l'aider. N'est-ce pas ce qu'il fait? Il est menuisier, il répare les choses, il paye pour les choses. C'est son rôle. Pourquoi est-il si égoïste tout d'un coup? C'est son rôle. » Ces mots me frappèrent avec la force d'un coup physique. C'était la chose la plus honnête qu'elles aient dite depuis des années. Mon rôle. Défini, catégorisé et classé. J'étais le bricoleur de la famille, le portefeuille de la famille. Mes sentiments, ma dignité, mes propres besoins n'avaient aucune importance. J'étais une fonction, pas une personne. Je regardais Hélène, dont le visage était un masque d'acquiescement, strié de larmes, en accord avec sa fille. À cet instant, je vis la profondeur de la corruption. Elle n'était pas prise entre deux feux, elle était de leur côté. Elle avait tout autant profité de ma générosité, menant une vie de confort et de gloire par procuration grâce à ses enfants brillants, le tout financé par mon travail. Elle avait été ma partenaire dans la vie, mais elle était leur complice dans la quête de privilèges. « Je dois y aller, » dis-je, ma voix vide. Je dépassai Hélène, pris ma veste au porte-manteau près de la porte et sortis de la maison. Je ne savais pas où j'allais. Je savais juste que je ne pouvais pas rester dans cette pièce, dans cette maison, 1 minute de plus. J'avais passé 15 ans à essayer de gagner ma place dans leur famille, et il venait d'être rendu clair que ma place était celle d'un outil utile.
à ranger dans la remise jusqu'à ce qu'on ait besoin de moi. Et j'en avais fini d'être un outil. Je conduisis pendant des heures cette nuit-là, sans destination précise. Les lumières de la ville se transformaient en longues traînées floues, la radio diffusant des chansons que je n'entendais pas. Je me repérais à l'instinct, digérant les décombres de ces derniers jours, de ces dernières années. La colère s'était apaisée, laissant derrière elle un chagrin immense et lancinant. C'était le chagrin d'une famille que je croyais avoir, d'un amour que je pensais inconditionnel. La cruauté ne résidait pas dans la demande d'argent, ni même dans l'incident de la cuisine en lui-même. Elle résidait dans l'effacement total et irréfléchi de moi en tant qu'être humain, avec des sentiments et un droit à la dignité. Je finis par me garer dans un dîner tranquille au bord de l'autoroute, le genre d'endroit avec des banquettes en vinyle et une serveuse à l'air fatigué qui servait du café sans demander. Je restai assis là pendant un long moment, serrant la tasse dans mes mains, la chaleur se diffusant dans mes mains froides. Je réfléchis à mes options. Je pouvais quitter Hélène. Je pouvais vendre ma part de la maison, prendre mon entreprise et simplement disparaître de leur vie. La pensée était tentante, une rupture nette, un nouveau départ. Mais ensuite, je pensais aux 15 années, aux rires partagés, aux moments de calme, à la vie que nous avions construite, aussi imparfaite fut-elle. J'aimais Hélène, ou du moins j'aimais la femme qu'elle avait été, la femme que je croyais qu'elle était encore, quelque part sous la peur et l'attitude complaisante. Partir me semblait être un abandon, comme laisser leur égoïsme gagner. Un chemin différent commença à se dessiner dans mon esprit. Pas un chemin de colère ou de vengeance, mais un chemin de limites silencieuses et inébranlables. Je ne partirai pas. Je ne crierai pas et ne me battrai pas. Je me contenterai d'eux. Changer les termes. Je reprendrai ma vie en main, non pas en soustrayant, mais en ajoutant, en me rajoutant dans ma propre équation. Je rentrai chez moi aux petites heures du matin. La maison était sombre et silencieuse. Je suis allé dans la chambre d'amis et j'ai dormi. Le lendemain matin, je suis allé à la banque. J'ai ouvert une nouvelle série de comptes à mon nom seul. J'ai fait verser mes revenus d'entreprise directement sur mon nouveau compte professionnel. J'ai calculé ma moitié des dépenses du ménage, l'hypothèque, les charges, les impôts fonciers, et j'ai mis en place un virement automatique vers le compte joint que je partageais avec Hélène. Le reste de mon argent, l'argent que j'avais toujours considéré comme l'argent de la famille, était désormais simplement mon argent. C'était la première fois en 15 ans que je me sentais en parfait contrôle de mes propres revenus. La sensation était enivrante. Quand Hélène s'est réveillée, j'étais assis à la table de la cuisine avec une pile de papier. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle, d'une voix méfiante. « C'est un relevé de nos dépenses communes du ménage, » dis-je, en lui tendant une feuille de papier. « J'ai pris des dispositions pour déposer ma moitié sur notre compte joint le 1er de chaque mois. Ce compte sera destiné uniquement aux factures du ménage. Mes revenus personnels et professionnels seront désormais gérés séparément, sur mes propres comptes. » Elle me fixa, la bouche bée. « Tu te sépares financièrement de moi ?»« Je crée une limite financière, Hélène, » la corrigeai-je doucement. Notre vie commune, cette maison, nos dépenses quotidiennes continueront comme avant. Je m'y engage. Mais les fonds discrétionnaires, l'argent qui a servi à financer la vie des enfants, ne sont plus une ressource commune. Ce sont mes revenus, issus de mon travail, et c'est moi qui déciderai de la façon dont ils seront dépensés désormais. « C'est à cause de Mikkel, » murmura-t-elle, le visage blême. « Tu le punis, et tu me punis avec lui. »« Ce n'est pas une punition, » dis-je, ma patience s'amenuisant. « C'est une conséquence.
C'est le résultat naturel d'être traité comme une banque au lieu d'un mari et d'un père. Les banques ont des termes et conditions, Hélène. Mes conditions incluent désormais le respect mutuel et la dignité humaine fondamentale. Ces conditions ont été violées. Donc, la banque se restructure. Les semaines qui suivirent furent les plus dures de ma vie. La maison était un champ de bataille de guerre froide. Hélène oscillait entre supplications larmoyantes et silence glacial. Elle m'accusait d'être égoïste, de détruire la famille, d'être rancunier. Jessica m'envoya un long SMS décousu rempli de vitriol, me traitant de vieil homme aigri qui ne supportait pas de les voir réussir. Michael, après avoir réalisé que j'étais sérieux, laissa un seul message vocal furieux. « Tu vas le regretter, Dave », était tout ce qu'il disait. Je restais ferme. C'était atroce. Chaque instinct que j'avais, cultivé pendant des années à être le pacificateur et le pourvoyeur de la famille, me criait de céder, de signer le chèque, de rétablir la fausse harmonie, d'être la personne la plus raisonnable. Mais le souvenir de cette assiette de nourriture froide dans la cuisine, de la voix de ma belle-fille qualifiant le travail de ma vie de mon rôle, était un ancrage plus fort. Je me battais pour quelque chose de plus important que leur confort. Je me battais pour mon respect de soi. J'ai commencé à remettre mon énergie dans les domaines que j'avais négligés. J'ai entrepris un projet passionnant dans mon atelier, une horloge grand-père magnifiquement complexe, quelque chose que j'avais toujours voulu construire mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps. J'ai renoué avec mon frère, Frank, allant pêcher avec lui le week-end. J'ai recommencé à lire, allant me coucher tôt, me réveillant en me sentant reposé au lieu d'être accablé. Je redécouvrais l'homme que j'étais avant de devenir une fonction financière. Les conséquences pour Michael et Jessica furent réelles. Michael n'a pas obtenu le partenariat. Il a dû se démener pour trouver d'autres financements à un taux d'intérêt beaucoup plus élevé, et le retard lui a coûté l'emplacement de choix. Il était rancunier, mais d'après ce que j'ai entendu dire par mon frère, qui l'avait entendu d'un cousin, les associés du cabinet avaient été peu impressionnés par ses tentatives frénétiques et prétentieuses pour obtenir l'argent. Il semblait que son caractère s'était révélé à plus d'un titre. La rénovation de cuisine de $20 000 prévue par Jessica a été reportée Cindy. Elle et son mari ont dû vivre selon leurs propres moyens. Un concept nouveau pour elle. Leur style de vie, qui avait toujours été subtilement subventionné par moi, est devenu sensiblement moins somptueux. Le silence de sa part était total. Hélène observait tout cela, le cœur déchiré. Pendant des mois, elle m'a traité comme un étranger dans notre propre maison. Mais lentement, j'ai commencé à voir un changement. Sans le drame constant des besoins financiers de ses enfants, un certain calme s'est installé dans nos vies. Elle a recommencé à remarquer les petites choses. Elle a commenté les belles menuiseries de l'horloge grand-père que je construisais. Elle m'a posé des questions sur ma partie de pêche avec Frank. Un soir, elle est entrée dans le salon pendant que je lisais et s'est simplement assise dans le fauteuil en face de moi, en silence. Après environ 10 minutes, elle parla, d'une voix douce. « La maison est si calme maintenant. »« Oui, dis-je, sans lever les yeux de mon livre. »« Le chaos me manque parfois, admit-elle. Mais c'est paisible aussi. » C'était la première fissure dans la glace. Lentement, timidement, nous avons recommencé à parler. Pas des enfants, pas d'argent, mais de nous. Un dimanche, nous nous sommes promenés, comme au début de notre relation. Elle m'a parlé d'un client difficile à la bibliothèque. Je lui ai raconté une délicate marqueterie sur l'horloge.
C'était fragile, mais c'était un début. Elle a commencé à voir, je crois, la dynamique étouffante qu'elle avait entretenue. Elle ne me voyait plus comme un distributeur automatique de billets, mais comme l'homme dont elle était tombée amoureuse, un homme qui avait lentement disparu sous le poids des attentes de ses enfants. Environ un an après le fameux dîner, par une fraîche soirée d'automne, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu avec prudence. « Allô ?» Il y a eu une pause. « Salut, c'est Mickaël. » Sa voix était différente. L'arrogance avait disparu, remplacée par un ton hésitant, presque humble. « Michael, » dis-je d'un ton neutre. « Écoute, » commença-t-il, puis s'arrêta. Il prit une inspiration. Je voulais m'excuser. Pour l'année dernière. Enfin, pour bien plus longtemps que ça, je suppose. Le dîner. Te demander de l'argent juste après. J'ai été un idiot arrogant. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. J'ai écouté, sans rien dire, le laissant trouver les mots. Perdre ce partenariat m'a semblé être la fin du monde, continua-t-il, sa voix se brisant légèrement. Mais ce n'était pas le cas. J'ai dû réellement travailler pour le prochain, par mon propre mérite. Ça m'a pris 1 an, mais je l'ai obtenu, la semaine dernière. Et quand j'étais assis dans mon bureau, j'ai réalisé que je n'avais pas mérité le premier. Je l'achetais, tout simplement, avec ton argent. Il fit une pause, et j'ai réalisé que je te traitais comme si tu n'étais que de l'argent. Je suis vraiment, vraiment désolé. Papa. Le mot, après tant d'années d'absence, a atterri avec une puissance tranquille. Ce n'était pas une baguette magique. Cela n'effaçait pas les années de souffrance ni les profondes marques de manque de respect, mais c'était un début. C'était une reconnaissance. Merci d'avoir dit ça, Mickaël, dis-je, et je le pensais vraiment. J'apprécie ton appel, et félicitations pour le partenariat. Tu l'as mérité. Nous avons parlé pendant quelques minutes de plus. C'était maladroit, guindé, mais c'était réel. Il n'a rien demandé. Il voulait juste clarifier les choses. Quand j'ai raccroché, je suis resté dans mon atelier, en regardant le mécanisme d'horloge comtoise presque terminé. Son tic-tac régulier et rythmique remplissait l'espace tranquille. Les choses ne sont pas parfaites maintenant. Elles ne le seront jamais. La relation avec mes beaux-enfants est un travail en cours, bâti sur de nouvelles fondations fragiles de respect. Il n'y a plus de dons automatiques. Lorsque la voiture de Jessica est tombée en panne, je ne lui en ai pas acheté une nouvelle. Je lui ai donné le numéro d'un mécanicien fiable et lui ai proposé de vérifier le devis de réparation avec elle. C'est une aide différente. C'est l'aide qu'un père donne, pas la transaction qu'un guichet automatique effectue. Hélène et moi sommes toujours en train de reconstruire. La confiance revient, lentement. Elle voit maintenant ses enfants avec plus de lucidité, les aimant tout autant, mais n'étant plus aveuglée par l'éclat de leurs droits acquis. Elle a commencé à se tenir à mes côtés, et non entre moi et eux. Parfois, tard dans la nuit, je pense à cet homme assis sur le tabouret dans la cuisine. Je ressens une profonde sympathie pour lui, pour tout ce qu'il était prêt à endurer pour une miette d'affection. Mais je ressens aussi une profonde fierté, parce qu'il a trouvé la force de se lever, de sortir de cette cuisine et de reprendre possession de sa propre table. Ce soir, Hélène et moi avons dîné ensemble, juste nous deux, à la vieille table en acajou que j'ai restaurée il y a si longtemps. Nous avons parlé et nous avons ri. La nourriture était simple, mais elle avait meilleur goût que n'importe quel repas traiteur à $2000. Après le dîner, je suis venu dans mon atelier.
L'horloge comtoise se dresse dans un coin, son bois de cerisier poli brillant sous la lumière. Son balancier oscille d'avant en arrière, un rythme régulier et rassurant. Tic, tac, une mesure du temps, une mesure de valeur. Je passe ma main sur sa surface lisse. J'ai construit ça. Pas pour l'approbation de qui que ce soit, pas pour un remerciement, mais pour la satisfaction tranquille et solide de créer quelque chose de valeur, de beauté et de permanence. Je l'ai construite pour moi, et dans le silence paisible de mon propre espace, je ressens un profond sentiment de paix. J'ai enfin une place à la tête de ma propre table, et c'est une place que personne ne pourra jamais m'enlever.